Chers étudiants, bonjour. Concernant les travaux dirigés de la liaison chimique, tous les groupes des 4 sections ont bien fait et terminé la première série, en présentiel bien sûr. Quant à la deuxième série, tous les groupes ont fait uniquement les 4 premiers exercices. Et donc l'objet de cette séance, c'est de terminer la deuxième série avec vous en distanciel et bien entendu la troisième série. Alors, pour la deuxième série, nous allons voir ensemble les exercices 5, 6, 7 et 8. Donc on va commencer par l'exercice numéro 5. Alors qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Les données de l'exercice nous parlent des orbitales atomiques de Px et de Py. Et il nous dit que, en considérant les fonctions d'onde correspondantes à ces deux orbitales atomiques de Px et de Py, d'un atome hydrogénoïde, il nous dit que ces orbitales-là sont orthogonales et normalisées. Et bien sûr, il nous demande de travailler par analogie avec les espaces vectoriels. Parce qu'ici, effectivement, ces orbitales atomiques sont des éléments d'un espace, comme on l'a vu dans le cours, d'un espace de Hilbert. Donc, elles peuvent donc être assimilées à des vecteurs unitaires, et ces vecteurs unitaires, ils sont orthonormés. La première, c'est suivant x, donc la de Px peut être considérée comme un vecteur selon x. D'ailleurs, la de Px, il a la même symétrie que l'axe des x. Et la seconde, la de Py, elle peut être donc assimilée à un vecteur porté par l'axe y. Et alors, on considère deux orbitales hybrides P2 suivantes. Ψ1, qu'on écrit cosinus alpha psi de Px, plus sinus alpha psi de Py. La seconde, c'est Ψ2 qui est égal à moins sinus alpha psi de Px plus cosinus alpha psi de Py. Où alpha, bien sûr, est un angle d'hybridation. Donc, vous avez ici des cosinus, des sinus, qui sont donc des réels. Et donc, on vous propose ces deux fonctions d'onde qui correspondent à des orbitales hybrides P2. Puisque vous hybridez, vous faites donc des combinaisons linéaires de deux orbitales atomiques canoniques qui sont la de Px et la de Py. La première question, il nous demande d'exprimer les relations de normalisation et d'orthogonalité auxquelles doivent obéir ces deux orbitales hybrides et par la même occasion de montrer que ces deux orbitales sont effectivement et orthogonales et normées. Alors, je rappelle ce que j'étais en train de vous dire, que l'orbital atomique de Px, il est porté par l'axe des x, donc il a la même symétrie que l'axe des x, et l'orbital de Py, il est porté par l'axe des y, et donc il a la même symétrie que l'axe des y. Donc ça, ce sont les deux orbitales atomiques canoniques, hein, de Px, de Py, et bien sûr, nous disposons des fonctions d'onde, psi de Px et psi de Py, qui correspondent à ces deux orbitales atomiques. Donc, psi1 et psi2, proposés par l'exercice, donc ça, c'est leur expression. Alors, la condition de normalisation. Pour normaliser la fonction psi1, nous savons déjà que la de Px, elle est normée. Hein, c'est l'orbital atomique canonique, il est déjà normé. Donc, cette condition se traduit par le fait que l'intégrale de la somme sur le carré de la fonction psi d de v sur tout l'espace, il est égal à 1. Et la de Py, cette orbitale canonique, elle aussi est normée, il est déjà normé. Donc, nous avons l'intégrale de psi carré de Py d de v est égal à 1.
Et étant, bien entendu, ce sont deux éléments d'une base. Et donc 2px et 2py, ils sont orthogonales. Et la condition d'orthogonalité de ces deux orbitales atomiques, il s'écrit somme de psi étoile de px multiplié par psi de py d2v, qui est égal en même temps à somme de psi étoile de py multiplié par psi de px d2v égale 0. Donc la première, ici où nous avons, nous avons donc la normalisation de px, et là c'est la normalisation de py, alors que cette deuxième condition traduit le fait que les deux orbitales atomiques de px et de py sont bel et bien orthogonales entre elles. Eh bien, on va voir maintenant la normalisation de notre fonction psi1. Donc, la normalisation de psi1, elle doit s'écrire donc l'intégrale sur tout l'espace de psi1 au carré d2v, qui doit être égal à 1. Donc, si je remplace psi1 par l'expression proposée par l'exercice, c'est-à-dire cosinus alpha psi de px plus sinus alpha psi de py, et que je calcule donc le carré, je vais avoir donc cosinus carré alpha psi de px au carré, plus sinus carré alpha, psi de py au carré, plus, bien entendu, cosinus alpha, sinus alpha, psi étoile de px, multiplié par psi de py, entre parenthèses bien sûr, plus psi de py étoile, c'est-à-dire le conjugué, là vous avez le conjugué de psi de px. Quand on écrit psi étoile de px, c'est le conjugué de psi de px. Et donc, quand vous développez le carré, on va avoir donc ceci. Donc, on fait sortir, parce que les cosinus et les sinus sont derrière, qu'on peut donc dégager du signe de l'intégration. Et donc, ça va vous donner cosinus carré alpha, somme de psi carré de px d2v, plus sinus carré alpha, somme de psi carré de py d2v, plus bien sûr cosinus alpha sinus alpha, somme de psi étoile de px multiplié par psi de py d2v, plus cosinus alpha sinus alpha, somme de psi étoile de py multiplié par psi de px d2v. Or, cette intégrale qui est là, elle est égale à 1. Et il traduit la normalisation de l'orbitale canonique de px. Cette intégrale qui est là, elle aussi, elle est égale à 1. Et elle traduit la normalisation de l'orbitale atomique de py. Quant à cette intégrale qui est là, elle est égale à 0. Et elle traduit le fait que les deux orbitales de px et de py sont orthogonales. La même chose pour cette intégrale qui est là. Elle traduit le fait que les orbitales canoniques de px et de py sont bel et bien orthogonales. Donc c'est un 0 et il nous reste donc cos carré alpha plus sin carré alpha. Or, quel que soit le réel alpha, nous savons que cos carré alpha plus sinus carré alpha, il est égal à 1. Et donc nous voyons que l'orbitale proposée, psi1, est normée. En suivant donc le même raisonnement, on démontre de manière très simple que la fonction psi2, elle aussi, est normée. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous dit la deuxième question? Oui, la deuxième question, on nous demande de montrer quelles sont solutions de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, au même titre que les orbitales psi de px et psi de py. Et il nous suggère de noter E2 l'énergie des orbitales hydrogénoïdes de nombre quantique principal m égale 2. Bien sûr, quand on parle de la solution de Schrödinger indépendante bien sûr du temps, on écrit toujours h psi. Psi, c'est une fonction d'onde quelconque. Et puisque h, c'est l'opérateur qui est réservé pour, c'est l'hamiltonien qui est réservé donc pour l'énergie, doit être égal à E, qui est l'énergie du système multipliée par psi.
cette écriture qui est là, que nous avons vue dans le cours, c'est une équation, on dit que c'est une équation en valeur propre. Le h qui est là, c'est un opérateur, et la valeur ici, c'est un réel. Il vous donne l'énergie du système. Et par conséquent, dans cette question-là, on nous demande, si vous voulez, de montrer que ψ1 et ψ2 peuvent être écrites sous cette forme, sous la forme d'une équation en valeur propre. Bien. Et donc, si je prends la fonction ψ1, on doit donc écrire h ψ1. Alors h, c'est un opérateur, c'est l'opérateur hamiltonien, c'est un opérateur qui est linéaire. Donc en remplaçant ψ1 par l'expression proposée, c'est-à-dire cosinus alpha ψ2 px plus sinus alpha ψ2 py, puisque cet opérateur est linéaire, c'est à l'image d'une fonction linéaire, vous avez f de x1 plus f de x1 plus x2 qui vous donne f de x1 plus f de x2. Donc là, on va avoir h cosinus alpha psi de px plus h sinus psi de py. Et bien sûr, on fait sortir le cosinus, donc on va avoir cosinus alpha h psi de px plus sinus alpha h psi de py. Et alors, d'un autre côté, nous avons pour la fonction d'onde psi de px qui correspond à l'orbital atomique canonique de px, nous savons que c'est une solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Et nous avons h psi de px qui est égal à E2, qui est l'énergie du deuxième niveau, puisqu'on est dans le cas d'un hydrogénoïde. Donc vous avez les 4 orbitales du deuxième niveau qui sont dégénérées. Et donc on a h psi de px qui est égal à E2 psi de px et h psi de py qui est égal à E psi de py. Et donc on va remplacer le h psi de px par E2 psi de px et le h psi de py par E2 psi de py. Donc si on fait ça, on obtient pour h psi 1 donc cosinus alpha psi 2 psi de px plus sinus alpha psi 2 E2 psi de py. Si donc on factorise par psi 2, E2 pardon, donc on va avoir E2 facteur de cosinus alpha psi de px plus sinus alpha psi de py. Or, cosinus alpha psi de px plus sinus alpha psi de py, ce n'est autre que psi 1, hein, c'est-à-dire ce que le sujet nous propose. Et donc, on retrouve l'équation en valeur propre, h psi 1 qui est égal à E2 psi 1. Donc psi 1 est bien une solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps et qui a pour valeur propre E2. Le même raisonnement peut être tenu avec la deuxième fonction proposée qui est psi 2. Donc rien ne change et on va donc trouver qu'effectivement psi 2 elle aussi est une solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps avec la même valeur propre E2. Bien. Maintenant, pour la troisième question. On vous donne alpha. On vous dit que alpha, c'est un angle qui vaut 30 degrés. Et on peut montrer que toute combinaison linéaire d'orbitales de P est une orbitale P orientée, différemment dans l'espace. Donc, déjà, on vous a dit qu'il faut considérer les fonctions d'onde ou des orbitales atomiques comme étant des vecteurs d'un espace vectoriel, parce qu'effectivement, ce sont des vecteurs d'un espace vectoriel dit espace de Hilbert. Et donc, on va procéder comme s'il s'agit uniquement de vecteurs. D'accord? Donc, pour faire un schéma, par rapport aux axes X et Y, l'axe X, il porte la 2px. Et il a la même symétrie, cette orbitale atomique de px a la même symétrie que l'axe des x. Donc on va considérer que c'est un vecteur unitaire, la 2px est un vecteur unitaire porté par l'axe des x, et la 2py
est un vecteur unitaire porté par l'axe des Y. Donc si nous regardons l'expression de ψ1, il nous dit que ψ1 c'est cosinus alpha psi de px plus sinus alpha, psi de py avec alpha égale 30 degrés. Donc voilà l'axe qui va porter la fonction ψ1 et voilà l'axe qui va porter la fonction ψ2, ou l'orbital atomique, pardon, ψ1 et l'orbital atomique ψ2. Bon, maintenant pour le sixième exercice. Cet exercice, il parle du poids d'une orbitale atomique canonique dans une orbitale atomique hybride. Ou si vous voulez, il parle du poids statistique d'une orbitale atomique canonique dans une combinaison. Hein. Et l'exercice, il nous propose cette fonction qui correspond à une orbitale atomique hybride sp2. Donc là, sp2, donc vous voyez, vous avez une orbitale atomique canonique S et deux orbitales atomiques canoniques P. Et il nous dit que la fonction d'onde correspondante à une orbitale atomique hybride sp2, elle va s'écrire psi sp2 qui est égal à psi 2s moins 2 fois psi 2p, et là il met un 0, ça c'est la valeur de m, du nombre magnétique m, plus 4 fois psi 2p moins 1, et c'est la même chose pour le 0 et le moins 1. Donc finalement, si vous voulez, ça c'est la 2pz, et ça c'est la 2py. La première question, il nous demande de normaliser cette fonction à l'unité. C'est-à-dire, il faut donc calculer la constante, une constante, telle que, lorsqu'on calcule l'intégrale de psi étoile de cette fonction-là, psi étoile multiplié par psi, et qu'on l'intègre sur tout le volume, sur tout l'espace, on doit trouver 1. Donc voilà pour cette première question. La normalisation de la fonction qu'on vous propose, il signifie tout simplement la détermination d'un paramètre n tel qu'on a cette relation-là. D'accord? Et alors donc, en ajoutant ce facteur n qu'on va calculer, donc lorsqu'on calcule l'intégrale de psi carré d2v, on va trouver que cette intégrale est égale à n au carré multiplié par l'intégrale de psi étoile 2s psi 2s d2v qui est égal à 1. Là, on va trouver 4n au carré somme de psi étoile de p0 psi de p0 d2v sur tout l'espace qui est égal à 1. Ici, on va trouver 16 psi étoile de p-1 psi de p-1 d2v, l'intégrale sur tout l'espace qui est égal à 1 puisque ces orbitales atomiques, ces fonctions d'onde là, ils sont déjà normalisés puisqu'ils correspondent à des orbitales atomiques canoniques. Et donc, du coup, on a n au carré plus 4n au carré plus 16n au carré égale à 1. Autrement dit, on a 21n au carré égale à 1, soit n est égal à 1 sur la racine de 21, ce qui nous fait 0,218. Donc ça, c'est pour cette première question. Pour la deuxième question, on nous demande donc de calculer le poids de ces orbitales atomiques canoniques, psi 2s, psi de pz et psi de py, dans cette orbitale hybride sp2. Alors, il faut savoir que le poids d'une orbitale, il est égal au carré du coefficient de décomposition. Et donc, si je prends le coefficient de décomposition, qui est devant psi 2s, c'est n. Et donc, nous avons le coefficient qui correspond à psi 2s, c'est n au carré, le coefficient devant 2p0, parce que quand vous prenez le coefficient de décomposition, il faut le prendre au carré. C'est son carré. Donc nous avons n, 2n, 4n qui sont les coefficients. Si vous voulez, devant là, vous avez n, 2n, 4n. Donc quand on va prendre le carré, on va avoir le n au carré divisé bien sûr par la somme. La somme, vous avez 21 n au carré. Donc on va faire n au carré
divisé par 21n au carré, donc 1 sur 21. Là, on aura 4n au carré sur 21n au carré. Et là, on aura 16n au carré divisé par 21n au carré. Et donc, les coefficients, ça serait ça. Donc, c'est 1 sur 21, 4 sur 21, 16 sur 21. Et donc, vous allez trouver comme poids statistique l'orbitale 2s, elle représente 4,8%. L'orbitale de PZ, elle représente 19%. Et l'orbitale de PY, elle représente 76,2%. Voilà. Maintenant, pour la troisième question. La troisième question, elle nous demande de montrer que la psi de cette orbitale hybride sp2, elle est bien une fonction propre de l'opérateur hamiltonien, H. Donc il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il faut vérifier que cette orbitale atomique sp2, sa fonction donc psi, qu'il vérifie l'équation de Schrödinger aux valeurs propres. Donc il faut calculer H psi sp2. Donc si je remplace psi sp2 par son expression que nous avons Cn psi 2s moins 2n psi de p0 plus 4n psi de p moins 1, eh bien, on va sortir, puisque n, 2n, 4n, ce sont des réels, on va donc les sortir du signe de l'opérateur hamiltonien. Et l'opérateur hamiltonien, c'est un opérateur qui est linéaire. Donc on va avoir h psi de cet hybride qui est égal à n fois h psi 2s moins 2n h psi de pz plus 4n h psi de py. D'un autre côté, nous savons que h psi 2s, puisque psi 2s c'est une fonction propre de l'opérateur hamiltonien pour une valeur propre d'énergie qui est E2. Parce que nous sommes dans le cas d'un hydrogène 8, la 2s, la 2px, la 2py, la 2pz sont 4 fonctions propres de l'opérateur pour la même valeur d'énergie qui est E2. C'est donc 4 solutions qui sont dégénérées. Et donc on a H psi 2s qui est égal à E psi 2s, H psi de P0, c'est-à-dire H psi de PZ, c'est E2, E2 correspondant à psi à PZ, à 2PZ. H psi de PY, c'est donc E d'énergie correspondant à la 2PY. Et donc là, vous voyez l'équation en valeur propre. H psi 2s, elle est égale à E2s psi 2s. H psi de P0, il est égal à E de P0 psi de P0. H psi de P moins 1, il est égal à E de P moins 1 multiplié par psi de P moins 1. Finalement, c'est une notation, ni plus ni moins. Le 2P0 qui est là, c'est la 2PZ. La 2P moins 1 qui est là, c'est la 2PY. Et donc, vous avez, puisqu'on est dans le cas d'un hydrogène 8, on a la même valeur d'énergie. Donc, E2S, c'est bel et bien E de PZ, c'est bel et bien E de PY, qui est aussi égal à E de PX, c'est E2. Et donc, si je remplace ces termes-là par E2, 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 et que je fais sortir cette valeur avec laquelle je vais factoriser mon expression, on va avoir E2 facteur, il nous reste n psi 2s, moins 2n psi de P0, plus 4n psi de P moins 1. Et ce qui est entre parenthèses, ce n'est autre que psi sp2. Et donc, vous voyez, on a h psi de l'hybride est égal à E2 psi de l'hybride. Donc, c'est l'équation en valeur propre avec la valeur propre E2. Alors, ce qui fait psi sp2, donc, est une fonction propre de l'opérateur hamiltonien avec la valeur propre E2. Bien.
Maintenant, on passe pour le 7e exercice. Dans cet exercice, on vous propose la molécule C2H4. Et donc, on vous propose cette molécule et on vous propose aussi la disposition des orbitales hybrides dans le plan OXY. Donc ça, ce sont des données. Donc vous voyez, l'orbital hybride φ1, il est porté par l'axe Y, etc. Et vous avez des angles de 120 degrés. La molécule, elle est symétrique, comme vous voyez. Et on vous demande donc, la première question, on vous demande de donner l'état d'hybridation du carbone. La deuxième question, on vous demande d'écrire les relations de normalisation et d'orthogonalité pour chacune des orbitales hybrides, φ1, φ2, φ3. La troisième question, c'est d'écrire les expressions de ces orbitales hybrides dans la situation proposée, c'est-à-dire dans cette configuration, dans cette disposition. Alors pour la première question, vous voyez ici, nous avons une molécule qui est symétrique. Donc je prends ce carbone ou celui-là parce que là on parle du carbone. Ces deux carbones, ils sont équivalents. Et donc si je prends à titre d'exemple celui-là, le carbone là, il est dans une situation tétraédrique. Il est donc engagé dans 4 liaisons, donc c'est 4. Il a une seule liaison pi. Et donc 4 moins 1, donc 4 liaisons, moins la liaison pi, ça, 4 moins 1 est égal à 3. Et donc, le carbone, il est dans un état d'hybridation sp2. Alors, pour la première question, l'état d'hybridation du carbone, il est sp2. Pourquoi? Parce que vous avez le carbone qui est tétravalent, donc il est engagé dans 4 liaisons, et le nombre de liaisons pi est égal à 1. Et donc, vous avez 4 moins 1 égale à 3. Donc, vous avez 3 liaisons qui ne sont pas des liaisons pi, qui sont des liaisons sigma, qui constituent le squelette sigma de la molécule. Et donc, ce sont les 3 orbitales hybrides, puisque vous avez 3 orbitales hybrides. Donc, vous avez une orbitale S et 2 orbitales P. D'où donc une hybridation S, P2. Ça, c'est pour la première question. Pour la seconde question, puisqu'on a 3 orbitales atomiques pures, on va partir donc de là, et on va faire une hybridation sp2, c'est-à-dire qu'on va partir de 3 orbitales canoniques pures, qui sont S, la de px, la de py, ou que je vais appeler px, py tout simplement, et on va former donc 3 orbitales hybrides, φ1, φ2, φ3. Donc là, nous sommes obligés de faire 3 combinaisons, parce que donc on va faire 3 combinaisons linéaires. Chaque combinaison linéaire correspondra à une orbitale atomique hybride. Donc on va remplacer, c'est comme dans un espace vectoriel, on va remplacer donc 3 orbitales atomiques, qui sont des vecteurs d'une base, on va les remplacer justement par 3 pour préserver la dimension de l'espace. OK? Et donc φ1, la première combinaison, on va la noter φ1, correspond à l'hybride φ1, on va l'écrire A1S plus B1Px plus C1Py. φ2, on va l'écrire A2S, le nombre là, il est relatif à l'orbitale hybride. Donc la deuxième orbitale hybride, on va donc l'écrire A2S plus B2Px plus C2Py. La troisième orbitale hybride φ3, on va l'écrire A3S plus B3Px plus C3Py. Et donc finalement, pour définir ces hybrides, il faut calculer ces coefficients. Bien. Alors, la condition de normalisation. On a 3 conditions de normalisation. C'est la normalisation de φ1, la normalisation de φ2, la normalisation de φ3. La normalisation de φ1, il s'écrira donc A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré égale à 1. Nous avons déjà vu ça dans le cours, comment on calcule ça. La normalisation de φ2, c'est donc A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré égale à 1.
Et finalement, la normalisation de phi3 va nous donner la relation A3 au carré plus B3 au carré plus C3 au carré égale à 1. Pour les conditions d'orthogonalité, on doit avoir trois équations qui correspondent à ça, parce qu'il faut traduire le fait que phi 1 et phi 2 sont orthogonales, phi 1 et phi 3 sont orthogonales, phi 2 et phi 3 sont orthogonales. Donc, l'orthogonalité entre phi 1 et phi 3 s'écrira A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 égale 0. L'orthogonalité entre phi 1 et phi 3 s'écrira A1, A3 plus B1, B3 plus C1, C3 égale à 0. L'orthogonalité entre phi 2 et phi 3 s'écrira donc A2, A3 plus B2, B3 plus C2, C3 égale 0. Donc on a trois relations d'orthogonalité, trois équations. On a trois équations de normalisation, 3 plus 3, ça fait 6. Alors que nous avons 9 coefficients. Et donc, mathématiquement, on ne peut pas résoudre un système de 9 inconnus, parce qu'on a A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Donc on a 9 coefficients à calculer. On ne peut pas le faire en ne possédant que 6 équations. Et donc là, il faut faire intervenir d'autres conditions et d'autres considérations, et essentiellement la symétrie de la molécule. Nous avons vu déjà que la molécule elle est symétrique. Et donc, quand on sait que l'orbital S, c'est une orbitale qui est sphérique, d'accord? Donc, nous avons déjà une molécule qui est symétrique. Alors, l'orbital S, qui est symétrique, dans un espace qui est isotrope, entouré par les mêmes groupements. Donc, il n'y a aucune raison logique, physique, qui fait que la contribution de S dans les trois orbitales hybrides soit différente. Ils ne peuvent être que égales. Et du coup, on a A1 qui est égal à A2, qui est égal à A3, qui est égal à une valeur A. Et maintenant, si je fais la somme de la contribution du poids statistique avec lequel contribue l'orbital S, l'orbital canonique S dans les trois hybrides, c'est A1 au carré, sa contribution dans l'orbital phi 1. A2 au carré, c'est le poids statistique de sa contribution dans l'orbital phi 2. A3 au carré, c'est le poids statistique de sa contribution dans l'orbital phi 3. Donc si je fais A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré, je dois retrouver en fin de compte mon orbital, la densité qui a permis la formation de ces trois orbitales hybrides. Et donc A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré, ce n'est autre que 3 fois A carré. Et donc on a 3A carré égale à 1, d'où donc A égale 1 sur racine de 3. Alors si on revient donc à la proposition de l'exercice au sujet de l'orientation de la molécule, on a bien l'orbital hybride phi 1 qui est orienté selon l'axe OY. Et donc là encore une fois, c'est la même chose, il faut regarder les orbitales hybrides comme étant des vecteurs tout simplement. Donc si j'ai phi 1 qui est orienté selon l'axe, qui est porté par l'axe OY, ça veut dire qu'il n'a aucune composante selon l'axe BX. Et du coup, on a B1 qui est égal à 0. Parce que on a un vecteur qui est porté dans un plan X, Y, le vecteur est porté par l'axe des Y. Donc sa composante selon l'axe des X est nulle. C'est donc B1 égale 0. Et bien sûr, C1, c'est un nombre, c'est un coefficient qui ne peut être que positif. Bien. Si maintenant je reviens à l'équation de la normalisation de phi 1, qui nous dit que A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré égale à 1.
puisque B1 est égal à 0, ça va nous donner donc A1 au carré plus C1 au carré égale à 1. Mais A1 au carré, c'est A carré. Et donc, on va déduire que C1, c'est 1 moins 1 sur racine 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers, et donc C, c'est racine de 2 sur racine de 3. Maintenant, encore une fois, si on revient à la disposition qui est proposée par l'exercice. Donc, on a φ1 qui est porté par l'axe des Y, et puis φ2 et φ3, ils sont symétriques par rapport à cet axe. Donc, selon l'axe des X, nous avons quand on fait la projection, on va avoir deux valeurs, l'une qui est positive, l'autre qui est négative, et donc on va avoir moins B2 qui est égal à B3, qui est égal à une constante B positive. Donc, B3 il est positif, B2 il est plutôt négatif. Et selon l'axe des Y, on a les deux valeurs, les deux projections, ils sont toutes les deux négatives. Donc on a C2 égale C3 égale C, et C c'est une valeur qui est négative. Et par conséquent, si je prends l'équation 4, l'équation 4 c'est la première équation de l'orthogonalité. L'orthogonalité entre φ1 et φ2, qui nous dit A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 égale 0. Puisque B1 est égal à 0, on va avoir donc A1, A2 plus C1, C2 égale 0. Comme A1 il est égal à A2, donc on va avoir A carré plus C1, C2 égale 0. D'où donc C2 qui est égal à moins A carré sur C1, qui est égal à moins 1 sur racine de 6. Et donc C2, il est négatif et il est égal en même temps à C3. Donc jusqu'à présent, on a déterminé A1, A2, A3, on a déterminé C1, C2, C3, nous connaissons B1 qui est égal à 0, il reste donc à calculer B2 et B3. Si on reprend l'équation de l'orthogonalité, pardon, de la normalisation de n'importe quel orbital atomique, que ce soit φ1, φ2 ou φ3, on va avoir donc A1 au carré plus A carré plus B carré plus C carré égale à 1. Si je prends par exemple la première équation de l'orthogonalité de l'équation de normalisation, par exemple de φ2, si je prends φ2, je vais avoir A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré égale à 1. Mais A1 au carré, c'est A. Donc on va avoir A carré plus B2 au carré. B2, c'est B. Donc A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré égale à 1. Nous connaissons la valeur de A, nous connaissons la valeur de C. On déduit donc que B carré est égal à 1,5. Et B2, donc, c'est 1. Il faut prendre, si je prends par exemple B3 qui est positif, je suis obligé de prendre B2 négatif. Bien sûr, vu les coefficients, hein, on a dit que B3 est égal à moins B2. Bien. Et donc, maintenant que les coefficients ont été calculés, on a donc les expressions analytiques de ces trois orbitales hybrides, φ1, φ2, φ3, en fonction, bien sûr, des orbitales atomiques canoniques S, Px, Py. Bien. Maintenant, on passe à l'exercice 8 de la deuxième série. Dans cet exercice-là, on nous dit que dans un grand nombre de molécules, l'élément carbone il se trouve lié à ses voisins de cette manière. D'un côté, vous avez une simple liaison, de l'autre, vous avez une triple liaison, et parfois, vous avez deux doubles liaisons de chaque côté. Et l'exercice nous demande de faire trois choses. Premièrement, de donner l'état d'hybridation du carbone. La seconde, c'est de retrouver les expressions des orbitales atomiques hybrides, comme on vient de le faire dans l'exercice précédent. Et cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est qu'on nous demande de calculer les angles de liaison. Bien. Donc voilà, si on commence par la première question. Dans le premier type de molécule, aussi bien le premier type que dans le second type,
le carbone il est tétravalent, il est engagé dans 4 liaisons. Donc vous avez le carbone il est engagé dans 4 liaisons. Donc ces 4 liaisons, c'est toujours 2 liaisons sigma et 2 liaisons pi. Et ce qui nous intéresse, c'est les liaisons pi. Donc on a toujours 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc là, nous avons une hybridation sp. Le 2 qui est là, ça veut dire qu'on a 2 orbitales atomiques canoniques qui sont hybridées. Donc si je prends la première pour S, la seconde, c'est la PZ par exemple. Et donc nous sommes dans un état d'hybridation sp, ou si vous voulez, une configuration AX2. Donc là, c'est une molécule qui est linéaire, il faut s'attendre à ça. Pour la deuxième question, la détermination de ces orbitales atomiques hybrides, si nous partons bien sûr de 2 orbitales atomiques comme S et PZ, pour faire des recouvrements axiaux, par exemple, et qui ont donc des symétries différentes, des énergies différentes, et nous allons donc chercher 2 combinaisons linéaires qui correspondent à 2 orbitales atomiques hybrides ayant même symétrie et même énergie. Donc, nous allons chercher, si vous voulez, 4 coefficients A1, A2, B1, B2, parce qu'on a besoin de 2 combinaisons linéaires. Donc, si je prends pour première orbitale atomique hybride Φ1 la combinaison A1S plus B1PZ, et pour la deuxième orbitale atomique hybride Φ2 A2S plus B2PZ, bien sûr Φ1 et Φ2 étant 2 orbitales atomiques hybrides, il faut qu'ils soient normés et orthogonales. Alors, la normalisation de Φ1, il s'écrit donc l'intégrale sur tout l'espace de Φ1 étoile Φ1 d2v qui doit être égal à 1. La normalisation de Φ2, elle doit s'écrire l'intégrale sur tout l'espace de Φ2 étoile Φ2 d2v qui doit être égal à 1. Donc on a si vous voulez, ces 2 équations-là. Quant à l'orthogonalité entre les 2 orbitales atomiques, Φ1 et Φ2, qui doivent être orthogonales, eh bien, on peut écrire ça sous forme de l'intégrale sur tout l'espace de Φ1 étoile Φ2 d2v qui doit être égal à 0. Bien, donc voilà, la normalisation de Φ1, elle va s'écrire donc A1 au carré plus B1 au carré qui est égal à 1. La normalisation de Φ2, c'est A2 au carré plus B2 au carré égal à 1. Et l'orthogonalité entre les deux, il s'écrira A1, A2 plus B1, B2 qui est égal à 0. Et donc, toujours, pour les mêmes, nous avons, si vous voulez, 3 équations, nous avons 4 coefficients. Le nombre d'inconnus est supérieur au nombre des équations dans un système linéaire, donc on ne peut pas déterminer les coefficients. Alors pour cela, on va faire appel toujours à des raisons de symétrie. Nous avons l'orbitale S, c'est une orbitale qui est donc sphérique, et donc on va dire que finalement, il n'y a aucune raison physique et logique qui fait que la contribution de l'orbitale S dans les 2 orbitales hybrides soit différente. Il n'y a rien qui empêche ça, et donc on va prendre A1 égale A2. D'un autre côté, nous savons que pour les 2 orbitales canoniques, que ce soit S ou la PZ, quand on fait la somme des contributions de l'orbitale, par exemple l'orbitale S, si je fais la somme de la contribution de cette orbitale S dans Φ1 et dans Φ2, je dois retrouver mon orbitale atomique intégralement. Et la même chose pour PZ. PZ, à l'état pur, nous avons une orbitale atomique, un PZ, donc nous avons une certaine densité électronique. Elle va donc participer à la formation de 2 orbitales atomiques Φ1, Φ2, avec des poids statistiques B1 carré et B2 carré. Il faut que lorsque je fais la somme B1 au carré plus B2 au carré, je dois retrouver 1. Et donc du coup, j'ai A1 au carré plus A2 au carré qui est égal à 1.
et B1 au carré plus B2 au carré qui est égal à 1. Alors si j'ai ça et j'ai A1 égale à A2, donc je vais déduire que 2A1 au carré égale à 1, soit A1 égale à 2 égale 1 sur racine de 2. Et là, si je remplace donc, par exemple ici ou là, on va donc, puisque A1 égale à 2, et ces sommes-là sont égales à 1, donc on déduit que B1 au carré égale B2 au carré, et c'est 1 demi, parce que vous allez avoir 1 moins 1 demi, donc c'est 1 demi. Maintenant, il faut regarder cette troisième équation qui est en bleu ici. Nous avons cette somme qui est égale à 0. A1, A2, c'est un carré, parfait, c'est A carré. A1 fois A2, c'est un nombre qui est positif. C'est 1 demi. Nous avons 1 demi plus B1, B2 égale 0. Donc B1, B2 ne peut être que négatif. Et donc, les deux valeurs sont égales en valeur absolue. B1 est égal à B2 en valeur absolue, mais ils sont de signe contraire puisque leur produit, il est négatif. Donc, si je prends par exemple B1 positif, je suis obligé de prendre B2 négatif. Et donc, si je prends B1 égale à 1 sur racine de 2, B2, c'est moins 1 sur racine de 2, et donc les deux expressions pour phi1 et phi2, ils seront donc phi1, je factorise avec 1 sur racine de 2, donc c'est 1 sur racine de 2, facteur de S, plus PZ, et phi2, c'est 1 sur racine de 2, facteur de S, moins PZ. Donc voilà les expressions analytiques de ces deux orbitales hybrides en fonction des orbitales canoniques S et PZ. Maintenant, pour la troisième question, qui est l'angle. Donc, si je considère les vecteurs qui ont pour coordonnées 0, 0, 1 et 0, 0, moins 1, pourquoi je considère ça? Si on revient ici, comme je vous l'ai dit, il faut regarder phi1 comme étant un vecteur et phi2 comme étant un vecteur. Et bien sûr, je vais associer donc à ce vecteur-là le vecteur B1 qui a pour coordonnées x, y, z. Et bien, il faut regarder ici dans cette expression où vous trouvez où il y a px, py, pz. Je vous ai dit que px il est porté par l'axe des x, il a la même symétrie que l'axe des x. La py il est porté par l'axe des y, il a la même symétrie que l'axe des y. Pz il est porté par l'axe des z, il a la même symétrie que l'axe des z. Il reste l'orbital. L'orbital S, c'est une orbitale sphérique. Et donc, il n'est pas une orbitale qui est orientée. Donc, ça ne va pas nous aider. Il faut l'oublier. Il ne faut pas la considérer. Et donc, le vecteur V1 qui est là, je vais lui associer des composantes. Si je regarde, je n'ai pas de Px, donc c'est un 0. Je n'ai pas de Py, c'est 0. Il me reste uniquement Pz. Et donc, je vais dire 1 sur racine de 2 ou 1. Tout simplement, si je laisse de côté ce facteur-là, vous avez le vecteur V1 qui est égal à alpha fois ce vecteur. Et donc ce vecteur qui est là, il aura pour composante 0, 0, 1. Ici, phi2, c'est un vecteur qui est égal à alpha, une constante fois un deuxième vecteur. Et ce vecteur qui est là, c'est les composantes associées, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de px, il n'y a pas de py, c'est 0, il y a seulement pz avec un coefficient moins 1. Voilà. Donc, si on considère les vecteurs de coordonnées 0, 0, 1 pour phi1, donc V, et 0, 0, moins 1 pour phi2, qui est donc W, l'angle entre les deux orbitales atomiques phi1, phi2, c'est l'angle entre ces deux vecteurs V et W. Et donc, pour calculer cet angle, vous pouvez le faire de deux manières. C'est toujours en calculant le produit scalaire. Une fois vous dites que V1, V2, V scalaire W, c'est x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. Et donc, c'est 0, plus 0, moins 1. Et une fois, vous allez dire que c'est la norme de V multipliée par la norme de W multipliée par le cosinus entre les deux angles VW. Or, la norme, que ce soit de V ou de W, c'est 1. Et donc, on va déduire que cosinus, l'angle entre ces deux vecteurs VW, c'est moins 1. Et par conséquent, l'angle, puisque son cosinus est égal à moins 1, donc l'angle, c'est 180 degrés.
Voilà donc pour cette troisième question. Alors maintenant, on va entamer la troisième série et la toute dernière. Et cette série est composée de 6 exercices. On va essayer de faire les 4 premiers dans cette séance. Et les 2 autres feront l'objet d'une séance à part. Donc si je prends le premier exercice, qui a fait l'objet d'un examen, l'examen de la session normale de l'année universitaire 2017-2018. Alors, qu'est-ce qu'il dit le sujet? Le sujet, il nous dit que la molécule de méthane, CH4, qu'il est tétrahydrique. Et dans cette molécule, le carbone, il est tétravalent, bien sûr, c'est-à-dire qu'il est lié à 4 atomes d'hydrogène. Les liaisons carbone-hydrogène, donc les liaisons CH, sont dirigées selon les 4 directions D1, D2, D3 et D4, qu'on va voir sur le schéma. Chacune des 4 liaisons CH, carbone-hydrogène, il est obtenu suite au recouvrement d'une orbitale atomique hybride de carbone avec une orbitale atomique 1s de l'un des 4 hydrogènes. Et donc nous cherchons à exprimer les expressions des orbitales atomiques hybrides Φ1, Φ2, Φ3 et Φ4 dont le repère, et il précise bien le repère, qui note C, donc dont le centre, dont l'origine est l'atome du carbone, X, Y, Z. Et il nous demande de voir la figure qu'il nous propose. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter la proposition de l'exercice. Donc, finalement, voilà, si vous voulez, les propositions de l'exercice pour cette molécule. On a donc le carbone qui est au centre d'un cube. Et vous voyez, les hydrogènes, ils sont sur 4 sommets. Ici, on a les liaisons. Donc, les directions finalement D1, D2, D3, D4, ce qu'il appelle ça, ce sont donc, vous voyez, ce sont les diagonales principales du cube. C'est là, donc, vous voyez, D1, c'est entre le centre et ce sommet qui est là. D2, c'est la demi-diagonale entre le centre et le sommet qui est là. Donc, on a D1, D2, et nous avons D3, D4. Les liaisons donc carbone-hydrogène sont comme ça. Là déjà, on peut faire un certain nombre de remarques. C'est que si je considère cette liaison comme étant un vecteur, je vois déjà que la norme de ces 4 vecteurs, ils sont égales. Parce que c'est toujours la moitié de la diagonale principale du cube. Donc, si vous avez un cube de côté A, la diagonale principale c'est A racine de 3 et la moitié c'est A racine de 3 sur 2. Donc les 4 vecteurs, ils ont le même module. Leur seule différence, c'est l'orientation dans l'espace. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que ces vecteurs 2 à 2, ils sont symétriques par rapport à l'axe Z. Et donc, si je fais par exemple, ils sont 2 à 2 symétriques par rapport à l'axe Z, par rapport à l'axe Y et par rapport à l'axe X. Donc, si je prends par exemple ces 2 vecteurs qui sont là, ils ont le même module, la même longueur. Si je fais la projection orthogonale sur l'axe Z, je vais avoir pour ce vecteur et celui-là la même projection, la même valeur. Et pour les 2 vecteurs dans la direction D3 et D4, je vais trouver la même valeur. Sauf que ces 2, c'est positif et ces 2, c'est négatif. D'accord? Si je fais la projection sur l'axe des Y, je vais trouver que pour D1 et D3, la même valeur, qui est en même temps égale à la projection de D2, D4 sur l'axe des Y.
Sauf que pour D1, D3, c'est positif et pour D2, D4, c'est négatif. De même, si je fais la projection, si vous voulez, sur l'axe des X, cette fois-ci, je vais avoir toutes les projections sont égales, sauf que pour D1, D4, c'est positif et pour D2, D3, c'est négatif. Alors peut-être qu'on peut se demander pourquoi je parle de ces projections. Et parce que quand on a dans un espace vectoriel un vecteur V dans un repère IJK, lorsqu'on écrit V égale XI, lorsqu'on écrit un vecteur V qui est égal à X fois I plus Y fois J plus Z fois K, et bien pour avoir X, X ce n'est autre que la projection de V sur l'axe des X, sur le vecteur I. Si je veux Y, ce n'est autre que la projection de V sur l'axe des Y, sur le vecteur J. Et donc moi, puisque je vais parler de, si vous voulez, combinaison linéaire, selon des directions bien données, la Px, la Py, la Pz, donc je vais faire des projections. C'est pour cela que je parle de, si vous voulez, de ça. Bien. Alors, la première question. Il nous demande de donner l'état d'hybridation du carbone. Et il nous demande bien sûr de justifier notre réponse. Alors, le carbone, il est tétravalent. Voyez. Donc, si j'écris la configuration électronique du carbone, on va trouver que c'est 1s au carré plus 2s au carré, 2p au carré. Donc, on a la couche de valence n égale 2, donc c'est 2s au carré, 2p carré. Donc, pardon, 2s2, 2p2. Pardon. Donc là, le carbone, bien sûr, il possède 2 électrons sur l'orbital P, 2 électrons célibataires. Et donc, apparemment, selon la théorie de Lewis, et selon le fait que dans une liaison de covalence, chaque atome participe avec un électron, donc cette configuration, donc le carbone ne peut faire que 2 liaisons, pas plus. Mais comme il est lié à 4 atomes d'hydrogène, tel qu'il est précisé dans l'exercice, donc il possède 4 électrons célibataires, ce qui fait que le carbone doit faire l'objet d'une promotion d'électrons, c'est-à-dire qu'on va passer d'un état, qui est l'état fondamental, à un état excité, où un de ces 2 électrons qui vient se loger sur cette orbitale atomique libre. Et donc, c'est ainsi qu'on va avoir 4 électrons célibataires, et donc avoir cette possibilité de former 4 liaisons. Donc, on forme 4 orbitales atomiques, et par conséquent, le carbone est alors dans un état d'hybridation sp3. Vous aurez pu raisonner en disant que le carbone il est engagé dans 4 liaisons, il n'y a pas de liaison pi, 4 moins 0 c'est 4, donc j'ai 4 orbitales atomiques qui sont engagées dans l'orbital hybride, et ça ne peut être que ces 4 orbitales de sa couche de valence, donc une hybridation sp3. La deuxième question, il nous demande de donner les expressions de toutes les orbitales hybrides, mais dont le repère c'est x, y, z. Et pour cela, il nous demande bien sûr d'exprimer les conditions de normalisation et d'orthogonalité, et surtout de tenir compte de la symétrie de la molécule, c'est-à-dire de tenir compte de la symétrie de la molécule et du repère C, X, Y, Z. Donc si je traduis l'orthogonalité de ces 4 orbitales atomiques hybrides, donc en écrivant, en formant tout d'abord 4, puisque j'ai
4 orbitales hybrides, on va écrire donc 4 combinaisons. Donc la première c'est Φ1 qui est égal à A1S plus B1Px plus C1Py plus D1Pz. La deuxième c'est Φ2, c'est donc A2S plus B2Px plus C2Py plus D2Pz. La troisième combinaison Φ3 c'est A3S plus B3Px plus C3Py plus D3Pz. Et enfin, la quatrième combinaison, c'est Φ4 qui correspond à la quatrième orbitale hybride. Φ4, c'est A4S plus B4Px plus C4Py plus D4Pz. Bien. Maintenant, ces 4 orbitales atomiques hybrides doivent être toutes normées. Et donc, la normalisation de Φ1 nous donne l'équation A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré plus D1 au carré égale 1. La normalisation de Φ2 nous donne A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré plus D2 au carré égale 1. La normalisation de Φ3 nous donne A3 au carré plus B3 au carré plus C3 au carré plus D3 au carré égale 1. La normalisation de l'orbital atomique hybride Φ4 nous donne A4 au carré plus B4 au carré plus C4 au carré plus D4 au carré égale 1. Donc voilà la normalisation des 4 orbitales atomiques hybrides, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, nous donne ces 4 équations. Maintenant, ces 4 orbitales atomiques hybrides doivent être normées à orthogonales 2 à 2, c'est-à-dire que Φ1 doit être orthogonal à Φ2, et il doit être aussi orthogonal à Φ3, et il doit être aussi orthogonal à Φ4. L'orthogonalité de Φ1, Φ2, elle se traduit par cette équation. Vous avez A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, plus D1, D2 égale 0. L'orthogonalité entre Φ1, Φ3, il s'écrit donc A1, A3, plus B1, B3, plus C1, C3, plus D1, D3 égale 0. L'orthogonalité entre Φ1, Φ4, il s'écrit A1, A4, plus B1, B4, plus C1, C4, plus D1, D4 égale 0. Ensuite, il faut que Φ2 soit orthogonal à Φ3 et à Φ4. Et donc, l'orthogonalité entre Φ2 et Φ3, elle s'écrit A2, A3, plus B2, B3, plus C2, C3, plus D2, D3 égale 0. L'orthogonalité entre Φ2 et Φ4, elle s'écrit A2, A4, plus B2, B4, plus C2, C4, plus D2, D4 égale 0. Et il reste en fin de compte l'orthogonalité entre Φ3 et Φ4, qui s'écrit A3, A4, plus B3, B4, plus C3, C4, plus D3, D4 égale 0. Donc, on a en tout 6 équations d'orthogonalité, avec les 4 équations de normalisation. 4 plus 6, ça fait 10. Nous disposons donc de 10 équations dans un système linéaire, alors que notre système se compose de 16 coefficients, c'est-à-dire 16 inconnus. Donc on voit qu'on ne peut pas résoudre le problème sans faire appel à d'autres choses. Et parmi ces choses auxquelles on doit faire appel, c'est la symétrie, donc des considérations de symétrie. La molécule qui nous est proposée dans l'exercice, c'est une molécule qui est symétrique. C'est la symétrie du groupe TD. Et donc, vous voyez, les 4 orbitales atomiques hybrides sont équivalentes. Vous tournez la molécule, il n'y a aucune différence entre la liaison, telle ou telle liaison. Ensuite, étant donné que l'orbitale atomique S est une orbitale qui est sphérique, donc là, encore une fois, il n'y a aucune raison physique, une raison rationnelle, logique, qui empêche, qui constitue une contrainte à ce que l'orbitale S ne soit pas partagée de manière égale entre les 4 orbitales hybrides. Et donc, nous sommes dans l'obligation de considérer que le coefficient de participation ou le poids statistique de l'orbital S dans les 4 orbitales hybrides est le même. Et donc, A1 est égal à A2, égal à A3, égal à A4, égal à A.
Maintenant, si je fais A1 au carré plus B1 au carré, A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré plus A4 au carré, ça c'est la somme du poids statistique de la contribution de S dans Φ1, Φ2, Φ3, Φ4. Donc je dois retrouver mon orbital atomique S. C'est-à-dire que A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré plus A4 au carré doit être égal à 1. Et donc du coup j'ai 4A carré qui est égal à 1, d'où A qui est égal à 1 demi. Ça veut dire donc que j'ai A1 qui est égal à A2, qui est égal à A3, qui est égal à A4, qui est égal à 1 demi. Maintenant, si je reviens, si nous revenons à la disposition proposée par l'exercice, donc je vais revenir au schéma, donc voilà. Ça c'est ce que l'exercice nous propose. Je vais donc, si vous voulez, raisonner, puisqu'on écrit A1S, par exemple Φ1, on écrit A1S plus B1Px plus C1Py plus D1Pz. Donc le coefficient D, c'est le coefficient de la projection, si vous voulez, de ces vecteurs sur l'axe Z. Donc si je considère l'axe Z qui est là, vous voyez quand je vais faire la projection de ce vecteur, donc je vais avoir D1. Donc D1, il est obligatoirement égal à D2, et il est positif, et il est égal à D3 et à D4 qui sont négatifs. Donc du coup, on peut écrire que D1 égale D2 égale moins D3 égale moins D4. Et on va faire la même chose pour les trois axes. Et donc, on va avoir des relations, ces relations donc voilà. Donc vous voyez, on a D1 qui est égal à D2, qui est égal à moins D3, qui est égal à moins D4, est égal à une certaine valeur qui est positive, puisque D1 et D2 sont positifs. Donc si je fais la projection par rapport à X, on va avoir B1 qui est égal à moins B2, qui est égal à moins B3, qui est égal à B4, qui est égal à une valeur B positive. Et si on fait la projection sur l'axe des Y, on va avoir C1 qui est égal à moins C2, qui est égal à C3, qui est égal à moins C4, qui est égal à C. Et donc maintenant, si on écrit le fait d'écrire A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré plus A4 au carré égale à 1, on peut aussi écrire B1 au carré plus B2 au carré plus B3 au carré plus B4 au carré égale à 1. Et donc on a 4B carré égale à 1. Et de même, C1 au carré plus C2 au carré plus C3 au carré plus C4 au carré est égal à 1. Donc 4C carré égale à 1. Et donc finalement, on va trouver que des coefficients qui sont égaux à 1,5. Il faut juste faire attention sur le fait est-ce que le coefficient est positif ou négatif. Et ça, il est donné par ces égalités qui sont ici. Et donc, du coup, on va avoir les 4 orbitales hybrides, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, qui s'expriment comme des combinaisons linéaires des 4 orbitales atomiques canoniques S, Px, Py et Pz. Bien. Maintenant, pour le deuxième exercice, qui a fait l'objet d'un examen de rattrapage de l'année universitaire 2016-2017, qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? L'exercice, il nous propose une molécule, la molécule d'acide cyanhydrique, donc HCl. Et il nous dit que cette molécule, elle est linéaire. Donc les 3 atomes, parce que là vous voyez que c'est une molécule qui est composée de 3 éléments, hydrogène, carbone, azote, dans un rapport stoichiométrique 1-1-1. Et donc on a donc 3 noyaux qui sont alignés.
C'est ça le fait de dire que la molécule est linéaire. Alors, cet exercice, il nous demande de décrire le système de liaison qui intervient dans cette molécule et par la même occasion de préciser l'état d'hybridation du carbone. Hein? L'état d'hybridation du carbone. Bien. Alors, la première chose, on va écrire donc les configurations électroniques et du carbone et de l'azote. Vous voyez, pour le carbone, on a comme configuration électronique 1s2, 2s2 de P2, et donc la couche de valence est 2s2 de P2. Pour l'azote, on a comme configuration électronique 1s2, 2s2 de P3, et donc en couche de valence 2s2 de P3. Donc la molécule, il est linéaire, donc le carbone, il est hybridé en sp. C'est-à-dire que le carbone, il possède deux orbitales atomiques hybrides, sp, qu'il utilise pour former les deux liaisons sigma. Une liaison avec l'hydrogène et une liaison avec l'azote, selon ce schéma-là. Puisque la molécule, il est linéaire, le carbone, donc, il est lié aussi bien à l'hydrogène qu'à l'azote. Et donc là, il a donc deux orbitales atomiques, puisqu'une liaison, c'est de recouvrement. Ici, nous avons un recouvrement axial. Et donc, d'après les orbitales canoniques, il ne possède pas deux orbitales qui sont sur la même droite. OK? Et donc, voilà, il doit former donc deux orbitales hybrides. sp, qui vont donc constituer, si vous voulez, le squelette sigma, suite à un recouvrement avec l'orbitale atomique de l'hydrogène d'un côté et de l'autre côté un recouvrement avec une orbitale atomique de l'azote. Bien. Donc le carbone, il est hybridé sp, c'est-à-dire qu'il forme donc deux orbitales atomiques hybrides sp et il va préserver deux orbitales atomiques p à l'état pur. Par exemple, la 2px et la 2py. Alors que la 2pz, il va donc la combiner avec S, on va donc hybrider la 2pz avec S pour former deux orbitales hybrides sp comme on l'a vu dans l'exercice précédent. Donc les 4 électrons de valence sont maintenant répartis en deux types d'orbitales. Nous avons deux orbitales hybrides sp qui vont donc former le squelette sigma et deux orbitales p qui ne sont pas hybridées et qui sont perpendiculaires au squelette sigma. Et en même temps, ils sont perpendiculaires entre elles. Maintenant, pour l'azote. L'azote, sa couche de valence de S2 de P3. Donc là, si je représente la 2px, la 2py, la 2pz, dans chacune de ces trois orbitales, on a un électron célibataire. Donc, les trois orbitales P de l'azote sont perpendiculaires entre elles. Donc, l'une, elle va se combiner pour former, donc elle va faire un recouvrement axial avec le carbone pour former la liaison sigma. Et les deux autres, ils vont faire des recouvrements latéraux pour former des liaisons pi. Et donc, l'azote, il y a une triple liaison, si vous voulez, entre le carbone et l'azote. Il y a une liaison sigma suite à un recouvrement axial entre une hybride sp du carbone et une orbitale pure de l'azote. Et il y a deux recouvrements latéraux entre le carbone, les deux orbitales pures du carbone, et les deux autres orbitales pures de l'azote, les deux P qui est restantes. Et donc, on va avoir ce schéma-là. Donc nous avons
une liaison sigma entre l'hydrogène et carbone suite à un recouvrement axial, une liaison sigma entre le carbone et l'azote suite à un recouvrement axial. Tout ça, c'est par exemple l'axe des Y. Il reste les orbitales PZ et PX du carbone et de l'azote qui vont faire donc un recouvrement, à chaque fois un recouvrement latéral. Et là, c'est le doublet libre 2S porté par l'azote. Donc voilà. Maintenant pour l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on vous propose une molécule diatomique symétrique, en l'occurrence la molécule de dioxygène. Qu'est-ce qu'on dit dans cet exercice? Dans cet exercice, tout d'abord, on donne un certain nombre de choses. On vous donne donc le numéro atomique de l'oxygène, qui est 8. On vous donne l'énergie de l'orbital 2s pour l'oxygène, qui est de l'ordre de moins 33,7 électronvolts. On vous donne l'énergie de l'orbital 2p de l'oxygène, qui est de l'ordre de moins 17,1 électronvolts. Et on vous pose 6 questions. La première, on vous demande d'écrire la configuration électronique de l'oxygène. La deuxième, on vous demande de donner le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de la molécule O2. La troisième question, on vous demande de donner le nombre d'électrons liants, les électrons antiliants, et de calculer l'indice de liaison. Dans la quatrième question, on vous demande d'écrire la configuration électronique de la molécule O2. La cinquième question, on vous demande de donner le schéma de Lewis de la molécule O2. Et en dernier lieu, on vous demande de dire si la molécule O2 est diamagnétique ou plutôt paramagnétique. Bon, alors pour la première question, la configuration électronique de l'oxygène, ça vous l'avez. Donc Z égale 8, on va écrire donc 1s2, 2s2 de P4. Et donc la couche de valence, c'est n égale à 2, c'est donc 2s2 de P4. Lorsque cet atome il va s'engager, et là on se place dans le cadre de la méthode LCAO-OM, donc on aura 2 atomes d'oxygène qui vont s'engager pour la formation de la molécule A2. Donc chaque atome, il apporte avec elle 4 orbitales atomiques. Vous avez l'orbital de Z, de Px, de Py, de Pz. Et 6 électrons. Donc on a 4 orbitales atomiques d'un côté, 4 orbitales atomiques de l'autre. Et donc on va faire la somme, ça va faire 8 orbitales. On va donc faire des combinaisons de 8. Donc on doit former 8 orbitales moléculaires. Sur les 8 orbitales moléculaires, on va mettre 6 électrons fois 2, parce que chaque atome d'oxygène, il va apporter avec lui 6 électrons, donc 6 plus 6, 12. Et donc on va former 8 orbitales moléculaires qu'on va peupler avec 12 électrons. Bien sûr, on ne considère que la couche de valence. Alors quand on regarde les données de l'exercice, on voit bien que, ça pour passer à la deuxième question, l'énergie de l'orbital, la différence entre les niveaux énergétiques de la 2s et de la 2p, il est supérieur à 15 électronvolts. Ça veut dire qu'ils sont assez espacés pour qu'il n'y aurait aucune interaction entre les deux. Quand on fait des combinaisons linéaires dans le cadre de la méthode LCAO-OM, il faut veiller à respecter 2 choses. La première chose, c'est la différence d'énergie. Et la deuxième chose, c'est la symétrie. Si je prends par exemple 2 orbitales atomiques, une orbitale A1 et une orbitale A2, 2 orbitales atomiques, mathématiquement, je peux toujours combiner. Vous pouvez combiner, vous pouvez faire des calculs, personne n'empêche.
ne va vous empêcher pour ne pas faire des calculs, vous pouvez toujours. Mais le résultat de vos calculs, si vous avez deux orbitales qui sont vraiment bien espacées, il y a une grande différence d'énergie, eh bien le calcul il va vous donner des coefficients un coefficient qui est égal à 1 et un coefficient qui est égal à 0. Autrement dit, physiquement, il n'y a pas eu de combinaison. Donc, on ne peut combiner, dans le cadre de la méthode de calcul LCAO-OM, que les orbitales atomiques qui ont des énergies voisines et qui ont la même symétrie. Donc, ici, le fait que les deux énergies, la différence d'énergie entre les orbitales 2s, 2p de l'atome d'oxygène est supérieure à 15 électronvolts, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction sp, et alors que je peux combiner l'orbital 2s d'un atome d'oxygène, l'atome 1, avec l'orbital 2s de l'atome d'oxygène, le deuxième atome d'oxygène, 2s, 2s. Ça d'un côté, et d'un autre côté, la pz d'un atome d'oxygène, du premier atome d'oxygène, avec l'orbital pz du deuxième atome d'oxygène. Donc pour les recouvrements axiaux, je vais donc avoir une combinaison 2s-2s et une combinaison de pz de pz. La première combinaison, il va donner deux orbitales moléculaires qu'on va noter, c'est sigma s, qui est liante, et sigma étoile s, qui est antiliante. Ça, c'est ce qu'on va obtenir suite à la combinaison de l'orbital atomique 2s du premier atome d'oxygène avec l'orbital atomique 2s du deuxième atome d'oxygène. Donc on va faire un recouvrement axial, et cette combinaison-là, il va nous donner deux orbitales, puisqu'on combine deux orbitales atomiques, on va former deux orbitales moléculaires, sigma s et sigma s étoile d'un côté, séparés, puisqu'il n'y a pas d'interaction entre s et p. Toujours selon le même axe de recouvrement axial, on va donc combiner les deux orbitales atomiques pz du premier oxygène avec l'orbital atomique pz du deuxième atome d'oxygène. Et on va donc former sigma z, qui est donc l'orbitale moléculaire liante, obtenue suite à un recouvrement axial, et donc elle est liante, sigma z étoile qui est antiliante. Alors, les orbitales atomiques px et py de chacun des deux oxygènes, ils vont se combiner 2 à 2. Là, on va avoir un recouvrement, si vous voulez, latéral, une symétrie latérale. Donc, on va combiner px de l'atome d'oxygène, du premier atome d'oxygène, avec px du deuxième atome d'oxygène. Tous les deux à part. Et d'un autre côté, on va combiner la PY du premier oxygène avec la PY du deuxième oxygène. Lorsqu'on veut un recouvrement latéral ou une combinaison à symétrie latérale, on va former des liaisons pi. Donc, lorsque je vais combiner Px avec Px, je vais obtenir pi x et pi étoile x. Et quand je vais faire le recouvrement entre PY et PY, je vais obtenir pi y et pi étoile y. Maintenant, puisque Px et Py, c'est suite, donc ce sont deux combinaisons entre Px, Px et Py, Py, le recouvrement il est axial, les deux orbitales, la 2px et la 2py, ils ont la même énergie. Ils sont équivalents parce qu'il suffit de tourner la molécule pour voir que les axes ils vont changer. Donc, ce sont des orbitales qui sont au même niveau énergétique.
la Px et la Py, ils sont au même niveau énergétique. La Px étoile et la Py, c'est au même niveau énergétique. Ce sont des orbitales dégénérées. Maintenant, ce qu'il faut dire en dernier lieu, c'est que le recouvrement axial étant plus fort que le recouvrement latéral, donc le niveau sigma z, l'ion, il sera plus bas que les niveaux Px, Py. Alors que le niveau anti-lion sigma z étoile, il serait donc plus élevé que Px étoile et Py étoile. Et du coup, on va avoir ce diagramme qui est là. Vous avez les deux atomes d'oxygène, donc combinaison, recouvrement, enfin combinaison si vous voulez de 2s, 2s. Donc on va former sigma s étoile. Pour les orbitales P, puisqu'il y a une grande différence, donc les orbitales 2s se combinent toutes seules, et les orbitales P, ils vont se combiner sans aucune interaction. Donc là, on a la PZ avec la PZ qui vont donner, suite à un recouvrement axial, sigma Z et sigma étoile Z. Donc sigma Z, c'est la plus profonde, la plus stable. Et donc l'antiliante, il sera déstabilisé, la plus déstabilisée. Maintenant, pour PX, donc on va former ici la liaison PX, liante, antiliante, PX étoile. Et Y avec Y qui vont nous donner PY étoile, liante, antiliante. Si on dispose des électrons, donc nous avons 2s, 2s2 pour l'atome d'oxygène comme on l'a vu dans la configuration électronique. On a 2s2, 2p4, 2 électrons sur s, 4 électrons sur l'orbital de p, les orbitales de p. Et ici, de même. Donc on a 6 fois 2, ça fait 12 électrons qu'il faut disposer sur ces orbitales moléculaires. Donc on applique le principe de stabilité maximale, c'est-à-dire qu'on commence par remplir les orbitales, les niveaux les plus stables, les plus profonds, et on ne passe à un autre niveau que si le niveau a été saturé. Donc on ne peut pas passer à un niveau supérieur qu'après saturation du niveau. Donc on commence par celui-là, donc on met un électron, un deuxième électron, on passe au suivant, 2 électrons, ça nous fait donc 4, on a 12, il nous reste encore sur les bras 8 électrons. Donc on va mettre 2 électrons ici. Quand on arrive à ce niveau, on va mettre un électron là, un électron là. Il reste encore 4 électrons, donc je ne peux pas passer, il faut saturer. Un deuxième électron ici, un deuxième électron ici. Il va me rester 2 électrons qu'on va mettre. Pourquoi on les dispose comme ça? C'est le principe de Hund. Il faut avoir multiplicité maximale. Vous ne pouvez pas, parce qu'en remplissant les orbitales moléculaires, c'est à l'instar de ce que nous avons fait pour les orbitales atomiques. Il faut respecter le principe de stabilité maximale, le principe d'exclusion de Pauli et la règle de Hund. Et donc, voilà le diagramme des orbitales moléculaires pour la molécule O2. Pour les questions 3, 4, 5 et 6, le nombre d'électrons liants, c'est 8. Et le nombre d'électrons anti-liants, c'est 4. Pourquoi? Parce que quand on revient au diagramme, ça c'est une orbitale liante. Il y a déjà 2 électrons. Celle-là, c'est une orbitale anti-liante. On va pas. Donc les orbitales liantes, vous avez sigma S, sigma Z, Px, Py. Et donc le nombre d'électrons liants, c'est le nombre d'électrons qui peuplent les orbitales moléculaires liantes. Donc ici, vous avez 2, et 2, 4, et 2, 6, et 2, 8. Donc on a 8 électrons liants. Les électrons antiliants, c'est les électrons qui peuplent les orbitales moléculaires antiliantes. On a sigma S étoile, sur laquelle il y a 2 électrons. Puis on a pi x étoile, pi y étoile, où il y a un électron dans chaque. Donc on a 2, 3, 4. Donc en définitive, on a 8 électrons
liants et 8 électrons antiliants. Donc voilà, le nombre d'électrons liants c'est 8, le nombre d'électrons antiliants c'est 4. L'indice de liaison, c'est la demi-différence entre le nombre d'électrons liants et le nombre d'électrons antiliants. Autrement dit, c'est 1,5. 8 moins 4. 8 moins 4, c'est 4. Divisé par 2, c'est 2. Et donc, les atomes d'oxygène sont doublement liés. Pour la configuration électronique de la molécule, eh bien, vous avez sigma S 2, sigma S étoile 2, sigma Z 2, Px 2, qui est identique. Vous mettez un signe égal ou virgule comme vous voulez. Px2, Py2. Ensuite, il vient Px étoile 1 et Py étoile 1 qui sont elles aussi identiques. Et donc, on va avoir sigma S 2 électrons, sigma S étoile 2 électrons, sigma Z 2 électrons, Px 2 électrons, Py 2 électrons. Là, il vaut mieux de mettre un signe égal entre les deux. Px étoile A, Py étoile A, et là, entre les deux, on peut mettre un signe égal ou on mettra ça entre parenthèses. Donc, voilà. La question relative au schéma de Lewis de la molécule O2, ça dans le cadre du modèle de Lewis, nous avons déjà vu cette molécule, et donc, chacun des deux atomes d'oxygène, il respecte la règle de l'octet. Donc chacun des deux atomes d'oxygène, il est entouré de 4 doublés. Mais là, si vous voulez, quand on regarde chacun des deux oxygènes, puisqu'il est entouré par 4 doublés, les électrons, donc, on le dit, ce sont des doublés, ils sont donc 2 par 2. Et donc, cette molécule-là, c'est une molécule qui est diamagnétique. Par contre, l'expérience, il montre que l'oxygène O2, le dioxygène, lui, il n'est pas diamagnétique, mais il est plutôt paramagnétique, ce qui veut dire qu'il possède des électrons célibataires. Si je reviens au diagramme des orbitales moléculaires, je vois bien qu'il y a des électrons célibataires. Et donc, la molécule O2 est bel et bien paramagnétique. Il ne peut pas être diamagnétique, alors que dans le modèle de Lewis, c'est doublé puisque tous les électrons sont répartis par paire. Il nous suggère un diamagnétisme plutôt qu'un paramagnétisme. Donc voilà pour cet exercice. Bon, pour le quatrième exercice, c'est toujours dans le cadre de la méthode LCAO-OM. Cette fois-ci, c'est toujours une molécule qui est diatomique et qui est symétrique, mais cette fois-ci, c'est le C2, c'est le carbone. Donc, l'exercice nous donne un certain nombre de données, comme le numéro atomique du carbone, qui est égal à 6. Et il nous donne aussi l'énergie des orbitales 2s du carbone, qui est de l'ordre de moins 19 électronvolts, et l'énergie de l'orbital 2p du carbone, qui est de l'ordre de moins 11,7 électronvolts. Et bien sûr, 6 questions qui sont identiques aux questions de l'exercice précédent, à savoir écrire la configuration électronique du carbone, donner le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de la molécule C2, donner le nombre d'électrons liants, les nombres d'électrons antiliants et de calcul d'indice de liaison, écrire la configuration électronique de la molécule C2 et donner le schéma de Lewis de la molécule C2. La molécule est-il diamagnétique ou paramagnétique? Bien. Donc, pour la première et la deuxième question, il n'y a pas plus simple que la configuration électronique. Vous avez 6 électrons, 1 S2, 2 S2, 2 P2, la couche de valence, donc c'est 2 S2, 2 P2. On va former donc une molécule C2, donc avec 2 atomes. Donc on va faire des combinaisons. Dans la couche de valence, vous avez 4 orbitales atomiques pour chaque atome. Donc ça va nous faire 8 orbitales atomiques. Donc on va former 8 combinaisons qui vont donner 8 orbitales moléculaires.
Chaque atome il possède sur sa couche de valence 4 électrons, 4 fois 2, 8. Et donc les 8 orbitales moléculaires, on va les peupler avec 8 électrons. Maintenant, lorsqu'on regarde la différence d'énergie entre l'orbital 2s du carbone et l'orbital 2p du carbone, on voit qu'il est inférieur à 15 électronvolts. Et s'il est inférieur à 15 électronvolts, puisque l'élément il est de la deuxième période du tableau périodique, on voit là qu'on va avoir une interaction entre les orbitales 2s et 2p. 2s du carbone, du premier carbone, avec 2p du deuxième carbone et inversement. Et donc là, pour le recouvrement axial, on va avoir des combinaisons de 4 orbitales atomiques. 2s du carbone 1, 2s du carbone 2, 2pz du carbone 1, 2pz du carbone 2. Ces 4 atomes, et on va former 4 combinaisons et on va obtenir 4 orbitales moléculaires. Et bien sûr, les deux orbitales pz, 2px, 2py qui restent, on va les combiner comme on l'a fait tout à l'heure, 2px avec 2px, un recouvrement latéral, pas axial, et on va former px et pi étoile x, et 2py, 2py, recouvrement latéral, on va former pi y et pi étoile y. Bon, donc qu'est-ce qui va, si vous voulez, se passer? Donc on va avoir 4 orbitales atomiques qui sont sigma s, puisqu'il y a un recouvrement axial, sigma s, sigma z, sigma étoile S, sigma étoile Z. Et le reste, alors, quelle est la différence conséquente sur le diagramme des orbitales moléculaires lorsqu'on compare une situation, comme on l'a vu, avec la molécule de dioxygène, c'est-à-dire la situation où il n'y a pas d'interaction sp, avec une situation où nous avons une interaction sp. La seule différence, c'est le niveau, si vous voulez, de l'orbital sigma z. Sigma z, il ne sera plus stable par rapport à la px, py, mais il sera moins stable que px, py. Et par conséquent, vous voyez la seule différence, c'est ce niveau-là, qui était là, dans le cas d'un diagramme correspondant à une molécule diatomique sans interaction, sp. Maintenant qu'il y a interaction sp, ce niveau, il sera déstabilisé par rapport à px, py. C'est la seule différence. Et donc, on va combiner, lorsque vous voyez par exemple, si je prends sigma S, vous voyez que sigma S, qui est là, c'est ce trait-là en pointillé, là, et les deux traits pleins, c'est pour dire que cette orbitale moléculaire est obtenue par combinaison dans laquelle nous avons la 2s de cet atome, la 2s de cet atome, la 2pz de cet atome et la 2pz de cet atome. C'est ça la signification, si vous voulez, de ces traits qui sont ici. Ou alors vous pouvez dire autrement, vous voyez qu'à partir de la 2s, vous avez 4 traits en pointillé. Chaque trait, il part vers une orbitale moléculaire. C'est pour dire que l'orbital atomique 2s, cette orbitale-là de ce carbone, il participe dans la combinaison qui donne naissance à cette orbitale moléculaire et à la combinaison linéaire qui donne naissance à cette orbitale moléculaire et à l'orbitale moléculaire, la combinaison qui donne naissance à cette orbitale moléculaire et à la combinaison qui donne naissance à cette orbitale moléculaire. Autrement dit, la 2s, il participe dans la formation de sigma S étoile, sigma Z étoile. C'est comme ça qu'il faut regarder ces traits en pointillé. Donc, finalement,
On a 2 électrons et 2, ça fait 4. 4 de chaque atome, on a 8. Il faut disposer, il faut peupler les orbitales moléculaires avec ces électrons de la même manière en respectant donc le principe de stabilité, le principe d'exclusion de Pauli et la règle de Hund. Et donc on va avoir 2 électrons ici, 2 électrons ici, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, voilà, c'est terminé. Et donc le nombre d'électrons liants, c'est les électrons qui se trouvent sur les orbitales moléculaires liantes. Donc j'ai 2 ici, 2 là et 2 là, ça fait 6. Le nombre d'électrons antiliants, c'est ces 2-là qui sont sur l'orbitale moléculaire sigma S étoile. Et donc l'indice de liaison, c'est 1,5 facteur de 6 moins 2, donc ça fait 4. Et donc ça fait 2. Ça fait 2, voilà. Donc voilà, donc le nombre d'électrons liants c'est 6, le nombre d'électrons antiliants c'est 2, l'indice de liaison c'est 2, et donc les atomes sont doublement liés. Pour la configuration électronique, là, il faut mettre ça entre parenthèses. Il faut mettre ça entre parenthèses et mettre un signe égal. C'est sigma S 2 électrons. Sigma S étoile 2 électrons. Px 2 électrons qui est égal à Py 2 électrons. Vous mettez égal et vous mettez les parenthèses. Donc ça va, les deux carbones, ils sont doublement liés. Et donc le schéma de Lewis de cette molécule, c'est celui-là. Et donc cette molécule, elle est diamagnétique parce qu'il n'y a pas d'électrons célibataires. Comme vous le voyez, tous les électrons sont des électrons couplés. Et donc voilà, je vous remercie et à la prochaine séance.